Pendant les vols et les sorties sur la surface lunaire, les astronautes d'Apollo étaient totalement à la merci des flux de particules solaires. Les éruptions solaires auraient pu blesser les astronautes à tout moment sur la Lune. Une dose de 170 rem peut provoquer une altération de la vue, et dans 20% à 30% des cas la mort en moins de 60 jours. Même une dose relativement faible de 70 rem peut provoquer migraine, nausées et diarrhée pendant le voyage. Vomir dans une combinaison spatiale n'est pas ce que la NASA souhaite montrer en direct à la télé. Il y avait le risque de voir un astronaute mourir sur la surface lunaire devant des millions de spectateurs sur Terre. Ainsi, l'envoi d'astronautes sur la Lune malgré ces risques pourrait s'appeler « la roulette américaine avec des éruptions solaires ». Grâce à ses laboratoires de recherche, la NASA lance le satellite SOLRAD. Il étudie les radiations solaires et enregistre les perturbations qui peuvent interrompre les communications longue distance, et perturber les systèmes de navigation. Cette image informatique montre le disque solaire et sa couronne. Elle a été ramenée par OSO 7, le dernier de la série des sondes d'observation en orbite solaire. Elle essaie aussi de déterminer les effets directs des éruptions solaires sur l'environnement, le climat et les communications. La Terre est entourée par la magnétosphère, une grande zone en forme de goutte formée par le vent solaire. Un flux de particules supersoniques soufflant sur le champ magnétique terrestre. C'est dans cette zone que l'engin semblable à ce petit satellite scientifique a recueilli les données. Une fois Einstein s'est pris pour Dieu avec cette plaisanterie. Dieu ne joue pas au dé. Mais on pourrait dire que jouer au dé avec la nature est le jeu auquel a joué la NASA, si l'agence a vraiment envoyé des astronautes insuffisamment protégés à travers la ceinture de Van Allen et ensuite vers la Lune. Examinons maintenant cette question des radiations et voyons, si et quand cela était une menace sérieuse pour la réussite d'Apollo. Qu'en est-il des dangers liés aux radiations dans l'espace profond? Nous ne parlons pas de la chaleur venant du Soleil mais des effets des émissions de particules solaires, incluant des rayons X et des rayons gamma, sur un vaisseau spatial et des astronautes non protégés voyageant au-delà des limites protectrices de leur planète d'origine. Que se passe-t-il vraiment quand un astronaute quitte la Terre pour aller sur la Lune? Un être humain qui va dans l'espace profond doit traverser les couches épaisses de l'anneau de radiation piégé qui entoure en permanence notre planète. Cet anneau contient 2 zones naturelles de radiation très intenses. Cette zone tient son nom du Dr James Van Allen, le scientifique qui a fait cette découverte en 1958. La partie interne des 2 ceintures de Van Allen commence approximativement à seulement 503 km au-dessus de la surface terrestre. Si l'on entre dans la ceinture de Van Allen par-dessous, le niveau de radiation augmente considérablement. En fait, ce niveau est plus élevé à l'intérieur de la ceinture qu'au-delà, et beaucoup plus élevé qu'en dessous. Quand vous dépassez la ceinture de radiation de Van Allen, les radiations sont encore très fortes mais moins que celles qui sont piégées dans la ceinture. Ces radiations forment une barrière considérable contre le passage de vaisseaux habités au travers de ces ceintures. Ces variations varient d'une année sur l'autre. Le cycle solaire dure 11 ans. Son orientation est la même tous les 11 ans. Ainsi tous les 11 ans il y a un pic d'activité solaire. Ces pics ont été enregistrés du 19e siècle jusqu'à maintenant. L'un des pics récents a eu lieu en 1958. C'est l'une des raisons pour laquelle cette année-là ont eu lieu l'année internationale de la géophysique et la découverte par Explorer 1, des ceintures de radiation de Van Allen et leur nature persistante. Après celui-là, l'autre pic a eu lieu en 1969 et 1970, exactement au moment où les missions Apollo étaient censées les traverser. Ils n'auraient pas pu choisir de pire période pour envoyer des hommes au travers de ce champ de radiation.
James Van Allen a mis en avant la nécessité de bien protéger le vaisseau, étant donné que ces ceintures de radiation piégées sont dangereuses pour les bio-organismes. Depuis 1962, la ceinture de Van Allen possède une nouvelle zone contenant des radiations encore plus fortes qui ont été introduites artificiellement par l'armée américaine. Nous suspectons qu'avec cette opération Starfish Prime, qui a fait exploser une bombe nucléaire de plus d'1 mégatonne à environ 450 km au-dessus de la Terre, la NASA a essayé de créer un tunnel à travers cette zone naturellement dangereuse, mais elle n'a fait qu'empirer la chose. Dans une annonce retentissante, Bernard Lovell déclare à l'époque que les effets de cette explosion étaient cataclysmiques, à la fois sur Terre et dans l'espace. Les radiations créées par cette explosion contrôlée ont été piégées dans une troisième ceinture 100 fois plus intense que les deux ceintures naturelles. En 2002, cette ceinture artificielle était encore 25 fois plus intense que la plus intense des zones de radiation piégées dans les ceintures naturelles. Non seulement la NASA n'a pas réussi à ouvrir un passage avec Starfish Prime, mais elle a augmenté les risques d'irradiation pour les astronautes non protégés. Pendant leurs recherches, Bennett et Percy ont trouvé que l'épaisseur de ces ceintures de Van Allen varie considérablement selon les sources d'information. Bien que de nombreuses sondes et les missions Apollo aient soi-disant traversé ces zones de radiation intense, il n'y a ou peu d'accord sur l'épaisseur de ces zones. James Van Allen disait qu'elle faisait au moins 120 000 km d'épaisseur alors que la NASA déclarait qu'elle ne faisait que 45 000 km. Moins d'épaisseur signifie un voyage moins long dans cette zone dangereuse. Et la NASA maintient que le voyage aller-retour sur la Lune implique seulement 2 heures de passage à travers les ceintures. L'agence aurait pu, et a effectivement contourné le problème de protection du vaisseau, en assurant que c'était une durée trop faible pour représenter un danger réel pour ses astronautes. Déclarer cela revient à croire que la pluie vous mouillera moins si vous courez. En réalité, que vous allez vite ou lentement, la pluie vous mouille de plus en plus. C'est pareil avec les radiations, sauf qu'avec les radiations vous ne pouvez pas vous sécher et retrouver votre état avant irradiation. Les radiations sont présentes partout dans l'espace profond, pénétrant tout ce qu'elles touchent, et sont absorbées par tous les bio-organismes. Nos recherches suggèrent premièrement que de retour d'un voyage vers la Lune, ou Mars, un astronaute passe environ 4 heures dans les radiations piégées dans les ceintures de Van Allen. Deuxièmement, protéger un être humain de manière adéquate pendant une telle durée aurait nécessité à la fin des années 60, un vaisseau bien plus lourd que ce qu'aurait pu emporter n'importe laquelle des fusées de Vandenberg von Braun. Mais n'allons pas trop vite, nous reviendrons à la fusée Saturne V de von Braun dans un instant. En 1999, pendant une interview avec Jim Collier, le Dr James Van Allen a déclaré qu'il maintenait ses estimations de l'épaisseur et de la dangerosité des ceintures. Il y a des rayons cosmiques dans l'espace, des flux de radiation dont il faut tenir compte. Nous l'avions compris, et avons observé le Soleil très attentivement. Nous n'avons pas envoyé d'expédition lunaire quand il y avait des risques de forte émission de particules solaires. Nous ne voulions pas exposer les astronautes à des radiations venant d'éruptions solaires, de proéminence ou d'autres événements similaires. Nous avons fait très attention à cela pour les préparations. La NASA aurait voulu nous faire croire que lors de l'envoi de ces astronautes elle connaissait parfaitement l'amplitude de l'activité solaire, mais aujourd'hui encore il est impossible de prévoir à quel moment va se produire une éruption solaire dangereuse. De même, la période des tremblements de terre est impossible. Voici les conséquences du séisme de 1999 qui s'est produit en Turquie sans avertissement. Et voici le séisme taïwanais de 1999. Si la prédiction des éruptions solaires est impossible, comment protéger un équipage qui traverse l'espace profond dans un vaisseau non protégé ayant des parois minces? On peut utiliser le carburant, la structure et d'autres matériaux du vaisseau, le bouclier thermique. On peut concevoir le vaisseau de manière à maximiser la quantité de matière entre l'équipage et le soleil pendant le vol. Il faut éviter d'utiliser des matériaux servant uniquement pour le bouclier car ils peuvent servir aussi à d'autres choses.
Avec un bouclier en aluminium, il est généralement admis qu'il faut 10 cm de protection tout autour du vaisseau. A-t-on essayé de mettre en place une telle protection? Non, les parois étaient faites aussi fines et légères que possible, et les parois de la capsule Apollo elles-mêmes étaient inhabituellement fines. En fait, au départ, il n'était pas possible de contenir assez d'air à l'intérieur pour avoir une pression équivalente à celle qu'il y a au niveau de la mer. Nous avons dû diminuer la pression pour construire des parois plus fines. Et le LEM, une autre partie du vaisseau, était construit en matériaux très fins, vraiment fragiles. Presque aucune protection contre les radiations solaires. Pourquoi ne pas utiliser un bouclier solaire pour protéger les astronautes? Eh bien, ils ne savaient pas comment mettre un tel bouclier, tout en conservant une charge que Saturne V pourrait emporter jusqu'à la Lune. Je pense que l'équipe de Vanber von Braun avait pour mission de construire une fusée qui pourrait théoriquement emmener des hommes sur la Lune si tout se passait bien, et s'il n'y avait pas de radiation conséquente. Mais le type de fusée qu'il aurait fallu pour envoyer des gens sur la Lune en tenant compte des radiations aurait été beaucoup plus imposant. Mais ils ont décidé qu'ils ne devaient pas en tenir compte. Ils ont dit à tout le monde que les radiations n'étaient pas un problème. Une structure sphérique permet à un vaisseau de supporter une plus grande pression interne. Les Soviétiques le savaient et tous leurs vaisseaux avaient tous une forme sphérique. Voici une capsule Vostok typique. Comparez-la au CSM américain aux parois très fines. Si la NASA ne savait pas comment protéger les astronautes des radiations de l'espace profond, ça ne voulait pas dire qu'ils n'allaient pas essayer. Pendant le projet Manhattan et les années qui suivirent, le gouvernement américain a exposé près d'1/4 million d'Américains militaires et civils non volontaires aux effets des radiations. Ces tests renforcés ont fourni des données concernant l'effet probable des radiations sur les futurs astronautes. Pendant les explosions d'essais nucléaires, le personnel militaire américain a reçu l'ordre de marcher vers l'épicentre, sans aucune protection. Ils ont reçu l'ordre d'avancer directement dans la zone de radiation pour que la NASA recueille une base étendue de données concernant les blessures et dégâts causés aux tissus humains de ceux qui étaient à proximité de ces radiations. La surface de la Lune se trouve au-delà des ceintures de Van Allen et elle est directement exposée aux radiations solaires. En 1959, ils ont envoyé un vaisseau qui est passé devant la Lune. Ce vaisseau, ou un de ceux qui ont suivi, aurait facilement pu contenir des instruments qui leur auraient montré à quel point les radiations étaient mortelles. Il n'y a pas besoin d'animaux vivants pour prouver que rien ne peut vivre là-bas, on peut envoyer des instruments pour montrer que les radiations sont trop fortes pour être supportées par un animal ou un humain. Les éruptions solaires et les tempêtes solaires peuvent créer d'énormes et terribles vagues de radiation. Ces radiations ne sont pas seulement potentiellement dangereuses, elles peuvent être mortelles pour ceux qui se trouvent hors de notre atmosphère qui nous protège. Elles peuvent provoquer des orages radio, ou des aurores boréales. Mais une grosse tempête solaire est une menace considérable pour ceux qui sont en dehors de l'atmosphère terrestre. Et cela serait produit pendant les missions Apollo. Bien sûr, s'il y avait eu une grosse éruption solaire pendant une mission Apollo allant jusqu'à la Lune, cela aurait été extrêmement sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. L'IMP polyvalent, 8e de la série, explore l'espace interplanétaire, et les franges externes de la magnétosphère terrestre. Il fournit aussi des alertes de radiation des éruptions solaires aux astronautes qui se trouvent sur la Lune. Il n'y a eu aucun incident sérieux, cela aurait pu être très grave, et même mortel en fait. Rappelez-vous, les éruptions solaires se produisent tout le temps, c'est leur ampleur qui varie.
L'une des plus importantes éruptions jamais enregistrées a eu lieu en août 1972, entre les missions Apollo 16 et 17. Cette seule éruption aurait délivré 960 rem, soit une mort instantanée pour tout astronaute insuffisamment protégé se trouvant hors de l'atmosphère et du champ magnétique terrestre. C'était sûrement suffisant pour que l'agence spatiale choisisse la sécurité et adopte la solution de remplacement, car la prédiction de tels événements reste une science très inexacte. Les célèbres astronautes se promenaient sur la soi-disant surface lunaire avec seulement une combinaison à doublure épaisse. Ces combinaisons pressurisées ont pu peut-être les protéger des micrométéorites et maintenir une température appropriée pour les astronautes, mais ce n'était certainement pas des protections adéquates contre une explosion inattendue de radiation nocive provenant d'un événement solaire. Et comme si cela ne suffisait pas, en dépit des instructions médicales strictes dans certains cas ces astronautes ont oublié d'utiliser les visières dorées pour protéger leur visage. Que ce soit une révélation de secret ou de la pure arrogance, c'est un autre exemple d'incohérence dans les enregistrements, au-delà de la manipulation d'images. Oublions un instant les astronautes. Qu'est-ce que les radiations solaires pouvaient causer aux photos? Nous savons comment les rayons X affectent les pellicules sur Terre. Les photos de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont été déformées par les radiations. Il y a une énorme quantité de radiations dans l'espace, qui peuvent affecter les pellicules, et vous le savez bien, elles affectent d'abord le contraste. Nous avons pris une pellicule contenant une photo couleur d'une mire de test et l'avons exposée à des rayons X, à 8 MeV. La plus petite dose de radiation reçue par la pellicule était 25 rem. La photo, si elle n'a pas été soumise aux radiations, ressemble à cela, une photo de bonne qualité, avec de forts contrastes et des couleurs transparentes. Après exposition aux 25 rem de radiation, l'image est presque entièrement oblitérée. Cela signifie d'après moi qu'une petite dose de 5 rem détériorerait sérieusement la transparence. L'image serait comme embrumée, elle serait très claire. Si vous regardez le résultat qui est de très bonne qualité, vous voyez qu'il n'y a eu aucun effet d'aucune sorte. Je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre qu'au moins un film avait été endommagé par la température, les différences de pression ou les radiations. Je m'attends à voir sur les diapositives des petits points lumineux prouvant que de particules nucléaires à haute vitesse ont percuté cette pellicule. Je n'ai vu aucune preuve que ce soit qui montre que ceci ait eu lieu. Le bon endroit où chercher ces preuves est la partie non exposée de la pellicule, l'espace très sombre et la partie se trouvant entre les photos. Nous sommes protégés sur Terre par une atmosphère bien épaisse, et cela combiné au champ magnétique maintient ces particules ionisantes loin de nous et de nos pellicules. Dans l'espace, nous ne bénéficions pas de cette protection, pour empêcher ces particules ionisantes, ou les particules très énergétiques qui sont dans l'espace d'endommager une pellicule. Il faut l'entourer d'une bonne couche de plomb. Si les pellicules ne montrent aucun signe d'altération, alors les appareils photo devaient être protégés. L'appareil Hasselblad pour la surface lunaire était-il protégé contre les radiations? Le modèle original n'était pas du tout protégé, mais ceux qu'ils ont emmenés sur la Lune étaient peints en argenté. Les températures sont vraiment extrêmes à la surface de la Lune. Au Soleil la température peut monter à plus de 90 degrés. Et dans les zones ombragées en restant à l'ombre les températures deviennent négatives. Il ne semble pas avoir eu de problème avec les pellicules. Ça a dû leur convenir car je n'ai jamais entendu de plainte concernant ces pellicules. Ils auraient pu avoir des problèmes si la pellicule était devenue trop froide, car elle se serait craquelée. Ces problèmes ont-ils quelque chose à voir avec l'étrange réticence de Kodak à utiliser comme argument commercial le fait que ces pellicules aient été utilisées pour les photos lunaires? Bien que la NASA ait essayé plusieurs pellicules, ce n'était en fin de compte que de simples pellicules Kodak, qui étaient utilisées pendant le projet Apollo.
Et à mon avis, je crois que la direction de l'entreprise à Rochester était désireuse de prendre une position de monopole, c'était une opportunité. Et ils l'ont dit, de faire un gros coup de pub en utilisant le fait que c'était des pellicules Kodak qui étaient utilisées. Click. There's the pan. Okay. Click. 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 Okay, Tony, do you want me to change the mags on the EVA 16? It's about empty. Click. That's affirmative. Per second runs it through there. Right, go ahead. Okay, will do. Should be mag R. Okay. Click. Okay. Man, if I get this top of this and that picture, it's going to be a miracle. Click. Okay, Tony, during this pan, I've moved about 2 feet downslope, so I don't know what things are going to match up too well or not. We'll make it work. Si la pellicule et l'appareil craignaient tous les deux les chauds froids, comment les astronautes eux-mêmes restaient-ils au frais? C'était la tâche du système personnel de survie, le PLSS, de réguler les températures corporelles. Comment ces équipements gardaient-ils un astronaute au frais et au chaud quand il travaillait dans des zones ombragées? D'une façon ou d'une autre, la chaleur devait être évacuée. Et ce n'est pas aisé car la vitesse d'évacuation de la chaleur augmente avec la différence de température puissance 4, entre le radiateur et son milieu extérieur. Il faut donc avoir un radiateur très costaud pour évacuer une quantité importante de chaleur. Il est probable que ce radiateur émette de la vapeur, car pour évacuer la chaleur loin des astronautes, il utiliserait cette chaleur pour chauffer de l'eau et évacuer la vapeur. Nous devrions voir s'échapper de la vapeur s'ils utilisaient de l'eau pour cela plutôt que de la glace. Pas une seule fois nous n'avons vu de cristaux de glace ou de vapeur s'échappant des équipements des astronautes, que ce soit par intermittence ou de façon régulière. Pas une seule image télé ne montre un tel effet. Curieusement, de nombreux chercheurs dont Ralph René doutent sérieusement que le PLSS ait été capable d'accomplir sa tâche. Dans cette partie, nous avons vu les dangers liés aux radiations et les difficultés pour s'y soustraire, au cours d'un voyage vers ou depuis la Lune. Clairement, dans les années 1960, personne ne pouvait garantir que les astronautes n'allaient pas mourir dans l'espace. Cette seule raison aurait été un motif suffisant pour falsifier ce qui s'est vraiment passé pendant Apollo. Nous arrivons au plus gros casse-tête de la NASA. Comment envoyer les astronautes et leur équipement dans l'espace profond, dans un premier temps? Cette partie de l'émission se penche sur l'histoire de Saturn V et ce qui était derrière la technologie de fusée spatiale. Wernher von Braun était devenu l'un des ingénieurs-chefs nazis développant les fusées, avec Walter Domberger enrôlé dans l'armée allemande, et Hermann Oberth, un scientifique plus âgé et plus expérimenté en fusées. Ils ont développé les missiles utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant que cela puisse se faire, Hitler devait être persuadé que le choix de développer des missiles était un investissement rentable. Tout cela nous ramène en 1927 quand Wernher von Braun démarrait sa carrière, et Hermann Oberth travaillait sur un projet extrêmement intéressant qui curieusement, allait devenir très significatif pour le programme Apollo, avec le V2. À la fin des années 1920, Hermann Oberth a été invité à travailler sur une production allemande.
Froim Monde, une femme sur la Lune. C'est un film de Fritz Lang, avec un script de sa femme, Thea von Harbou. Froim Monde était un film muet sur un vol habité jusqu'à la Lune. Bert était le responsable de Fritz Lang pour la conception de la fusée et les détails du vol. Il apparaît que la NASA a repris les principaux éléments de cette conception, depuis toujours. La fusée comprenant plusieurs étages, quand chaque étage avait épuisé son carburant il retombait dans l'espace, et l'étage suivant prenait le relais et continuait de propulser le vaisseau. Bert avait conçu sa fusée avec 3 étages, le lanceur d'Apollo Saturn V avait 3 étages. Elle était construite verticalement dans un immense atelier. Voici le bâtiment de construction dans le futur Cap Kennedy. Son nom est le building d'assemblage du véhicule. Il est très similaire à ce premier bâtiment du spectacle allemand. À l'intérieur, Saturn V était assemblé verticalement. La fusée de Lang était sortie en position verticale sur un support tracté jusqu'au site de lancement, comme le fait la NASA aujourd'hui avec son véhicule de transport. Pourtant les soviétiques préféreraient construire leur fusée horizontalement et emmener à l'horizontale jusqu'au site de lancement, et ce encore aujourd'hui. Sans doute ont-ils reconnu que transporter verticalement une fusée ayant un centre de gravité très haut était contraire au bon sens. Et contrairement à une opinion reçue à l'Ouest, les soviets ont toujours été leaders dans le développement des fusées. Ils étaient les premiers dans l'exploration spatiale et n'avaient pas besoin de présenter au monde des images truquées de voyage dans l'espace. Le lanceur Saturn V de la NASA n'était peut-être pas aussi grande qu'elle en avait l'air. Pour intensifier le moment avant le décollage, Fritz Lang créa le compte à rebours 10, 9, 8. C'était l'un des moments les plus intenses du film. Lang avait introduit cette procédure du compte à rebours pour augmenter la tension dramatique du lancement. Lang a dit que la NASA a réutilisé une autre de ses idées lors de ses spectacles spatiaux. Les acteurs de Lang étaient sanglés sur leur couchette, c'est ce qu'a fait la NASA pour Apollo. Quand le moteur de la fusée avait brûlé pendant un moment donné, le premier, puis le second étage se détachait, et c'était le cas avec Saturn V. Pour ne pas flotter dans la cabine en microgravité, les occupants utilisaient un système très pratique de sangles pour les pieds. La NASA utilisera un système semblable pour fixer les objets aux parois. Et cette expérience amusante qui montre comment l'eau flotte en microgravité sous forme de grosses gouttes deviendra de même un standard de l'industrie. Puis, la scène la plus mémorable. La Lune au premier plan, et la lointaine Terre en fond. Une scène vue pour la première fois dans les années 1920. Et le paysage lunaire vu par les artistes de Lang, montrant une caméra montée. Cette vue avec des montagnes plutôt pointues qu'arrondies, a été copiée fidèlement par les artistes de la NASA sur les écussons représentant le module lunaire d'Apollo. Vous le voyez, le décor de Froim Monde ressemble beaucoup à cet écusson du LM-7. Le LM-7 faisait partie d'Apollo 13 qui voyageait vers la face cachée. N'est-il pas significatif que cet écusson soit le seul des séries LEM d'Apollo représentant le LEM sur une fausse surface lunaire?
Ainsi, quelques-unes des procédures de la NASA ont en fait été mises en place par un réalisateur et ses collègues en 1927, ce qui n'est pas surprenant quand on sait que ce réalisateur était le plus influent cinéaste de son époque, et collègue de l'ingénieur en fusée le plus éminent des années 20. Et comme tous ces gens se sont retrouvés en Amérique, les scientifiques nazis von Braun, Domberger et Obert, ont été employés par le gouvernement américain alors que Lang poursuivait sa carrière à Hollywood. Devrions-nous nous étonner du fait que la même méthodologie réapparaisse ? Quelque part entre 1929 et 1933, Obert et von Braun ont produit un film promotionnel fait pour convaincre les autorités allemandes de la viabilité de leur programme de recherche en fusée. Ils l'ont réalisé en intercalant des images de tests réussis de fusées et des scènes extraites de Frau immonde, et ont présenté le résultat à Adolf Hitler comme étant des faits réels. Très impressionné, Hitler ordonna de soutenir ces recherches aussi fortement que possible en assurant le financement des coûts de développement, qui au final étaient garantis par les investisseurs privés du Troisième Reich. Hitler plaça Domberger à la tête du département des armes de l'armée allemande, pour surveiller le projet. Domberger déclarera à von Braun qu'ils auraient tous rapidement des problèmes si la fiction ne devenait pas réalité. Un nouveau site fut réservé pour leurs recherches grandissantes, il avait été sélectionné par von Braun sur un conseil de sa mère. C'était une île sauvage utilisée comme zone d'accostage par l'aristocratie prusse, dont certaines relations de von Braun. L'endroit s'appelait Peenemünde. Des chaînes de montage dédiées, des réservoirs à fioul et des rampes de lancement de fusées ont été construites à Peenemünde. Les nazis ont employé des milliers de personnes pour travailler au développement de cette nouvelle technologie. Mais toute nouvelle technologie se heurte à de nombreux défis et tribulations avant d'être un succès, et Peenemünde fut le théâtre de nombreuses expériences avant que ces missiles soient perfectionnés et qu'un vol réussi soit accompli. De nouveaux systèmes furent développés comme les contrôles gyroscopiques. Des moteurs complètement nouveaux furent développés et perfectionnés. Et le succès arriva. Von Braun présenta un film du dernier lancement à Hitler. Fait significatif, ce vol réussi contenait une représentation de Frau immonde sur le côté du missile. À la fin du film, il dit brusquement, « Nous avons là, quelque chose de vraiment formidable », et il ordonna immédiatement, avec la plus haute priorité, de produire ces machines en grande quantité. Malheureusement pour l'équipe, durant le mois d'avril 1943, alors que le V2 était en pleine production, Hitler, suivant ses rêves et instincts, arrêta le développement de fusées, dans l'espoir d'accomplir leurs rêves à eux. Les deux personnes les plus influentes de Peenemünde,
Domberger et von Braun demandèrent à Albert Speer d'organiser une réunion. En juillet 1943 à la tanière du Loup, le quartier général d'Hitler à Rustenberg. Von Braun présenta à Hitler des maquettes, et proposa de construire des installations souterraines de production afin de l'inspirer à reprendre la production. Hitler s'emballa pour l'idée de von Braun car il pourrait se tracer à la bombe un chemin vers la victoire en produisant des milliers de missiles V2 et V3. L'équipe eut tant de succès avec sa présentation que le jour suivant, Hitler gratifia von Braun d'un professorat en récompense de ses réalisations. Werner von Braun considéra le vol spatial habité comme le but de sa vie. Cet appareil propulsé deviendrait un moyen essentiel pour le voyage habité dans l'espace, mais pour le Troisième Reich c'était seulement un transporteur d'explosifs, une tonne par missile pouvant parcourir 370 km avant de délivrer sans avertissement sa charge mortelle sur sa cible. En août 1943, le Sturmbannführer SS von Braun, photographié ici en uniforme derrière Himmler, avait obtenu son usine souterraine, au sud de la Bavière dans l'usine Mittelwerk dans de misérables conditions. Des milliers de prisonniers furent utilisés comme esclaves pour manufacturer l'énorme quantité de composants nécessaires à atteindre les objectifs colossaux de production. Ces V2 furent transportés sur les côtes françaises et belges sur les pas de tir préparés par les nazis pour bombarder l'Angleterre et d'autres endroits. Vers la fin de la guerre, plus de 2000 V2 s'abattirent sur Londres, un seul V2 faisait énormément de dégâts. Bien que les Alliés aient tenté par 2 fois de détruire Peenemünde, elle a été épargnée en majeure partie. C'était vital si les Alliés voulaient récupérer les scientifiques et leur technologie si essentielle. Remarquez la similarité de conception générale entre les moteurs originaux des V2 et le moteur de Saturn V, bien plus récent. On prétend que von Braun et ses collègues se sont rendus aux Américains. Parler d'un rendez-vous serait plus proche de la réalité. Après plusieurs interrogatoires variés ou plutôt des réunions, von Braun et sa bande d'ingénieurs furent escortés en Amérique, où ils allaient devenir l'épine dorsale du programme spatial pendant des décennies. Plusieurs grands ingénieurs nazis en fusée furent dirigés vers l'Union soviétique, et ce serait méconnaître l'histoire que d'imaginer que l'Amérique bénéficia des meilleurs ingénieurs. Ce fut plutôt le contraire. Les techniciens, les missiles et les pièces de rechange furent partagés inéquitablement entre les deux grandes puissances. Ces opérations, planifiées plusieurs années avant la fin de la guerre, furent appelées Overcast, temps couvert, puis paperclip, trombone. Combien d'Anglais savaient, ou savent aujourd'hui que durant le second semestre de 1945, l'une des premières conséquences de la récente défaite donna l'occasion au Führer SS von Braun non seulement de visiter Londres, la société interplanétaire britannique lui décerna le titre de membre d'honneur pour ses travaux sur les fusées. Les soviets ne rapatrièrent pas immédiatement leur part des ingénieurs en fusée, ils travaillèrent d'abord avec eux sur place en Allemagne, c'est seulement après qu'ils emmenèrent tout le personnel inclus en Union soviétique. Staline soutenait complètement le développement de fusées et grâce à leur méthodologie, les soviets progressèrent plus vite que les États-Unis dans l'acquisition des compétences relatives aux fusées. Les soviets soutirèrent tout le savoir de leurs ingénieurs allemands, et dans les années 1950 les scientifiques soviétiques en savaient autant ou plus que leurs maîtres, qui furent alors rapatriés en Allemagne. Les Américains gardèrent leurs scientifiques en fusée, oublièrent leur passé de nazis, effaçant totalement leurs traces et après quelques années ils leur offrirent la nationalité américaine. Les recherches aux États-Unis progressaient bien plus lentement que le développement des fusées de l'Union soviétique.
L'homme qui était le premier à la tête du programme soviétique de fusée était semblable à Von Braun sous de nombreux aspects. Très à cheval sur l'organisation, et c'était un homme visionnaire. Alors que Von Braun n'était pas un ingénieur adéquat, et que beaucoup d'hommes étaient meilleurs que lui. Sergueï Korolev était un génie, le génie parmi tous les autres scientifiques en fusée. Korolev a mis au point la fusée qui a envoyé le Spoutnik, premier satellite orbital terrestre. Contrairement au vaisseau de Von Braun et Aubert, la conception de Korolev semblait avoir été inspirée par la nature. Ces puissantes fusées avaient une base évasée comme les racines supportant les arbres géants sur Terre. Bien que divisées en plusieurs départements de recherche et développement, chacun ayant son propre chef d'opération, ce fut Sergueï Korolev qui dirigea l'ensemble du programme spatial soviétique, jusqu'à sa mort prématurée et inattendue sur la table d'opération en 1966. C'est la maison de Korolev à Moscou, voici son bureau. Et sur l'étagère du hall, son chapeau comme il l'a laissé pour partir à l'hôpital ce jour tragique. Aux États-Unis les choses n'allaient pas très bien et les enregistrements vidéo montrent pourquoi les militaires avaient tellement d'incertitudes concernant les fusées qu'ils fabriquaient. Revenons en URSS. Après le lancement de Spoutnik 1, Korolev envoya le chien Laïka dans l'espace. Bien que les Russes aient appris à être discrets concernant leurs activités spatiales, il a été annoncé publiquement que le chien Laïka était mort douloureusement quand ses réserves d'oxygène furent épuisées. De nombreuses années se sont écoulées avant qu'on ne révèle qu'en fait Laïka était mort douloureusement, car le nez conique du vaisseau s'était détaché en atteignant l'orbite terrestre, explosant la partie non protégée de la cabine de Laïka à la chaleur du soleil. Mais la vérité dernière était que le nez conique avait été conçu pour faire exactement cela. Ainsi pour savoir combien de temps un bio-organisme pouvait supporter de telles conditions, Laïka avait été destiné depuis le début de l'expérience à une mort certaine et douloureuse. Et le public ne saurait pas ce qu'il s'était vraiment passé jusqu'à ce qu'une période de temps suffisamment confortable se soit écoulée. S'il nous a fallu 30 ans pour connaître la vérité à propos d'un chien, combien faudra-t-il encore d'années pour que la vérité sur le programme spatial Apollo puisse parvenir à la conscience du public, révélant le destin de cette planète et celui des astronautes remplaçants d'Apollo? L'autorisation de lancer un vol habité a été donnée à Korolev en 1960, et il prépara ses cosmonautes pour le premier vol orbital habité. Au point culminant de ces préparations, le monde vit les images d'un jeune et souriant, Youri Gagarin embarquant dans le bus qui l'amenait au site de lancement, accompagné par les astronautes remplaçants et l'équipe du cosmodrome de Baïkonour. L'histoire avançait car nous avions l'impression que c'était des images d'actualité de l'Union soviétique et pourquoi aurions-nous dû suspecter leur réalité? L'Union soviétique se réjouissait de pouvoir battre les USA dans l'espace, et donc nous étions certains que ces événements étaient enregistrés pour la postérité tels qu'ils s'étaient produits. Mais il semble que ça n'ait pas été le cas. Nos recherches montrent que peu d'images du voyage de Gagarine ont été filmées sur le moment. Il semble qu'elles aient été filmées à l'avance en plusieurs fois pendant une période assez longue. Ces images ont ensuite été assemblées et éditées pour obtenir un beau résultat, et non de vraies images d'actualité. Cela explique par exemple les erreurs dans la continuité de la séquence du bus. Gagarine est embrassé par des personnages importants dont Korolev lui-même. Mais de nouvelles informations révèlent que la majorité de cette séquence n'a pas été tournée le jour du lancement. Saluant chaleureusement, Gagarine entre dans l'ascenseur montant au sommet de la fusée vers la capsule Vostok.
Nous voyons ensuite Gagarine entrer dans la petite capsule et s'asseoir dans la sphère qui allait devenir sa maison pour ce moment crucial de l'histoire. L'éclairage montre que c'était totalement fait en studio. Nous voyons le cosmonaute assis dans son fauteuil, mais il y a deux ombres, une de chaque côté de sa tête, indiquant l'utilisation de deux sources de lumière placées de part et d'autre de la caméra. La vue de dessus montre qu'il n'y avait pas d'éclairage dans la capsule. Et pas d'espace pour contenir la caméra et les éclairages requis. Comment a-t-on pu prendre cette vue frontale de Gagarine au lieu d'avoir seulement cette vue de dos prise au-dessus de sa tête? Il faut dire qu'il n'y avait pas assez de place pour une autre personne, ou une caméra ou éclairage à l'intérieur de cette capsule. Cette séquence démontre à elle seule qu'elle a été tournée sur un plateau à une autre occasion, dans un autre endroit, dans l'environnement d'un studio. Des détails récemment découverts de l'enregistrement du compte à rebours révèlent des moments embarrassants. Le premier montre que Korolev a dit à l'équipe du portique de lancement que l'écoutille ne s'était pas correctement fermée. Cela les a surpris, car ils avaient fermé tous les verrous et aucun signal n'indiquait une erreur de procédure. Korolev insista, l'écoutille devait être réouverte entièrement puis reverrouillée, ce qui retarderait de 30 à 40 minutes le compte à rebours. Korolev insista encore que Gagarine devait être informé du retard seulement par lui-même. En fait, Korolev interdit à l'équipe de parler aux cosmonautes qui étaient censés écouter de la musique à l'intérieur de la capsule. En faisant cela, il eut l'occasion de dire à Gagarine de quitter, oui quitter, la capsule Vostok. Le deuxième moment embarrassant se produisant pendant la procédure de reverrouillage, quand le portique s'écarta de la fusée, comme si le compte à rebours n'avait pas été stoppé. Apparemment, ceux qui dirigeaient le lancement depuis le bunker n'avaient pas été mis au courant de la situation. Manquant de tomber du portique, l'équipe appela le bunker de lancement pour leur demander de ramener le portique contre la fusée pour qu'ils puissent finir leur travail. Qui donc dirigeait le lancement depuis le bunker? Eh bien, c'était Sergueï Korolev. Il était parfaitement au courant du retard du compte à rebours car c'était lui qui en était responsable. Pourquoi avoir créé cet incident du portique? Nous croyons que c'était une tactique de diversion pour que les observateurs détournent leurs yeux de l'écoutille pendant quelques minutes vitales. Cela permettait de s'assurer que le premier vol orbital habité ne serait pas compromis par la mort d'un astronaute, et cela a permis de cacher le moment où Gagarine est sortie de la capsule. Et finalement cela permettrait à l'équipe de recherche et développement de Korolev en tête de l'importante compétition interne à l'Union soviétique pour la course à l'espace. Gagarine a-t-il été retiré et remplacé par un autre astronaute? Ou bien la capsule Vostok a-t-elle décollé en emportant un magnétophone à bord? Une technique que les soviétiques ont poussée à la perfection, et ils avaient déjà accoutumé le public à entendre des voix humaines provenant de sondes officiellement non habitées. Mais c'est une autre histoire. Cette capsule Vostok a atterri à l'endroit choisi, suffisamment loin des yeux du public. Pendant ce temps, Gagarine s'était éjecté de la capsule et avait atterri à plusieurs kilomètres. Pourtant cette méthode d'atterrissage a été gardée secrète, créant des confusions dans les livres d'histoire pendant les années qui suivirent. Les soviets voulaient enregistrer un record de volet d'après les règles aéronautiques et non astronautiques, s'éjecter ou abandonner le vaisseau, disqualifie le vol entier. Le pilote devait donc atterrir dans son vaisseau. La substitution d'astronautes aurait causé l'augmentation ou la diminution du nombre de personnes présentes sur le portique entre la première fermeture de l'écoutille et le lancement effectif. Était-ce le cas? Oui, en effet, il a fallu 5 personnes pour fermer l'écoutille et faire la vérification la première fois, mais pour le deuxième verrouillage seulement 3 personnes ont accompli cette tâche. Il y avait la motivation, l'opportunité et le temps nécessaire pour accomplir ce tour de passe-passe. Et si une telle tactique permettait d'assurer la survie de l'astronaute et du programme spatial soviétique, alors le jeu en valait la chandelle. Lord Bruce Gardine était à l'époque journaliste au London Financial Times,
et jusqu'à sa mort il a expliqué qu'il doutait fortement de la validité du vol de Gagarine. Pendant le printemps de 1961, il était en Union soviétique à Moscou, et a vécu en direct les rumeurs concernant cet événement du 6 avril jusqu'à son départ, le 11 avril, en route pour l'aéroport. Il fut informé par son garde du corps qui était bien renseigné que d'après ses sources le vol avait déjà eu lieu ce matin-là. La source de cette information n'était autre qu'un Allemand faisant partie du comité soviétique des sciences. Bruce Gardin, voyageant pour l'Allemagne le jour suivant, fut très surpris d'entendre annoncer le vol de Gagarine en direct par les haut-parleurs de l'aéroport de Berlin-Est. De retour en Angleterre, Bruce Gardin établit que la NASA avait d'abord réfuté tout vol de Gagarine le 12. Cette déclaration fut corrigée peu après par la Maison-Blanche. Les Américains étaient-ils parfaitement au courant que les Soviets n'avaient pas lancé de fusée ce jour-là, le 12 avril? Personne ne refuse que l'Union soviétique ait envoyé le premier homme dans l'espace, mais le nom de cet homme était-il Yuri Gagarin? Nous avons choisi d'aller sur la Lune pendant cette décennie et de faire d'autres choses encore, pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Ce travail de création d'événements est-il nouveau? Non, pas du tout. Comme nous l'avons vu plus tôt avec le naufrage du Lusitania, avant cet événement en 1906, les images du séisme de San Francisco étaient aussi truquées, et ce film fabriqué fit de l'ombre aux images réelles de l'événement qui montrait seulement les conséquences du séisme. Si le trucage est présenté comme étant la chose réelle, alors où est la limite entre falsifier quelques images et fabriquer une version sans accroc et fausse d'un événement entier? Mais au moins, les soviets savaient envoyer une capsule dans l'espace. Aux USA, plusieurs choses se passaient mal pendant le développement de la fusée Saturn V. Il aurait fallu un moteur de fusée F1 pour faire décoller Saturn V à charge maximum. Mais nous avons des enregistrements de malfonction des moteurs F1, particulièrement ce qui est connu comme l'instabilité de combustion, qui a été un problème jusqu'à la fin. Ces moteurs de fusée avaient un gros défaut, des vagues pouvaient apparaître dans le flux du moteur causant une perturbation. La fusée bougeait d'avant en arrière à l'intérieur du moteur, et le détruisait. J'ai vu personnellement des moteurs de fusée détruits de cette façon. Le moteur V1 devait être bien plus fiable car il était moins puissant. Quelles sont les observations de Bill Wood concernant Saturn V? Sur les 2,5 premiers mètres à la sortie des tuyères de ces moteurs F1, la fumée est noire. Elle n'est pas brillante, c'est une fumée noire. Comme s'il y avait une sorte de voile à la sortie du moteur, avec peut-être du kérosène injecté dans les gaz d'échappement. Quand le moteur d'allumage initiait la combustion, il injectait de l'air depuis le compartiment du moteur dans la tuyère qui se mélangeait au kérosène injecté. Cela prenait environ 2,5 mètres pour que le kérosène injecté se mélange à l'air avant qu'il ne s'enflamme en dessous du moteur. Cela semblait produire cette flamme de 250 mètres riche en fioul qui battait l'air derrière Saturn V. La flamme de Saturn V ne ressemble pas vraiment aux flammes d'autres fusées qui utilisent les mêmes propergols. Il n'y a aucun mode connu de fonctionnement normal qui ferait qu'un moteur comme celui-là produise cette zone sombre. Pour produire cela, il aurait fallu un mélange tellement riche en fioul qui aurait été si inefficace qu'il n'aurait pas pu réussir la performance qu'il est censé avoir fait. Il est possible qu'il n'ait jamais résolu les problèmes d'efficacité de combustion de ces moteurs F1, et qu'ils aient décidé que, juste pour le spectacle, il produirait un moteur qui générerait une flamme géante comme une sorte d'énorme lance-flamme. Et vous savez que les lance-flammes ne produisent pas vraiment de poussée. Pour leur module lunaire, les soviets conçurent un module sphérique à 4 pieds. Les Américains ont aussi opté pour un module à 4 pieds et ont finalement choisi un vaisseau anguleux, d'aspect temporaire.
En gros, c'était un assemblage de deux engins empilés l'un sur l'autre et ayant des fonctionnalités supplémentaires occupant les angles du véhicule. La partie inférieure de cette pile anguleuse d'engins contenant le moteur de descente, et après les sorties lunaires elle servait d'air de lancement à la partie supérieure qui contenait le moteur d'ascension. La cabine pressurisée était aménagée autour du logement du moteur d'ascension, et les réservoirs et l'équipement étaient placés autour. Le dossier de proposition du LEM était étonnamment court, c'était un document de 110 pages présenté par Grumman pour la totalité du projet du LEM, qui était un projet de 6,9 milliards de dollars. C'était un document scandaleusement court pour demander un financement de 6,9 milliards. Pour ceux qui l'ont examiné, il n'y avait aucun moyen de savoir si les contractants allaient réaliser quelque chose de valable avec seulement 110 pages de documentation pour un programme de cette taille. J'ai consulté les dossiers de 10 autres programmes de cette taille comme le C-5A, des commandes de grands sous-marins, porte-avions, ce genre de choses. Toutes ces propositions faisaient entre 5 000 et 86 000 pages. Ce qui fait une moyenne de 38 000 pages, et celui du LEM unique en son genre, faisait 110 pages. Et d'après moi dans cette situation, il savait parfaitement que si quelqu'un vérifiait, il demanderait « Pour que j'accepte, il me faut un dossier de proposition, alors montrez-le-moi ». Ils devaient donc produire un dossier de proposition, mais ils ne se sont pas embêtés à en produire un de longueur décente. Une proposition de 110 pages correspond à un programme de 1,4 million de dollars, ce qui est 5000 fois plus petit que le soi-disant programme du LEM. Vous n'avez pas besoin d'une proposition très longue si vous ne comptez pas construire un LEM qui doit vraiment fonctionner. Si vous allez construire des LEM qui vont finir dans des musées sur Terre, vous pourrez probablement le faire pour quelques millions de dollars, ce qui ne nécessiterait qu'une proposition de 110 pages. Il y a beaucoup de problèmes pour les ingénieurs et les astronautes pendant le développement du module lunaire. À un moment, Armstrong a failli être tué par l'imprévisible modèle d'entraînement. Après s'être éjecté juste à temps, on voit Armstrong redescendre en sécurité. Les moteurs fusée du LEM étaient conçus pour remplir une tâche vitale. L'avantage des carburants choisis pour le LEM, à la différence des autres carburants, était qu'ils pouvaient être stockés sans être spécialement refroidis, et qu'à l'allumage ils s'enflammaient instantanément. Quand les moteurs de descente ou d'ascension étaient activés, la combustion instantanée était la meilleure option, et les deux moteurs devaient y parvenir sans le moindre accroc. Le moteur de descente, tout comme le moteur d'ascension, utilisait un mélange de propergol hypergolique. L'oxydant était du peroxyde d'azote et le fuel était du diméthylhydrazine asymétrique, ou UDMH, ce mélange était communément appelé aérosine 50. Quand ils se mélangent, ces produits s'enflamment spontanément, c'est pourquoi on les appelle des propergols hypergoliques. Après ignition, ils produisent un gaz rouge sombre et opaque. Nous avons cette séquence d'Apollo qui montre par exemple l'engin d'ascension décollé, suivi par caméra. Et on ne voit aucun gaz s'échapper. Le gaz d'échappement qui sort des moteurs de descente ou d'ascension, devrait former un énorme nuage de gaz rouge opaque, qui s'échappe presque horizontalement de la tuyère du moteur, à cause du vide lunaire. Cela signifie qu'il y aurait dû y avoir un énorme nuage de gaz, éventuellement visible depuis la Terre, mais c'est un problème annexe. C'est ce que les spectateurs auraient dû voir quand l'engin d'ascension a décollé. Ils auraient dû voir un nuage sombre vraiment énorme. Ce que l'on voit au début de l'ascension du LEM n'est pas un gaz d'échappement mais seulement la projection de morceaux de Mila recouvrant l'engin.
George Pinto a travaillé pour Grumman Aerospace sur le LEM, il a été activement impliqué au plus haut niveau dans le développement des principaux LEM, particulièrement sur le très critique train d'atterrissage du LEM. Ses responsabilités impliquaient la supervision technique des spécialistes et aussi la gestion globale du projet. Il a reçu l'Apollo Achievement Award de la NASA, particulièrement pour sa contribution à la mission de sauvetage d'Apollo 13. George a aussi été précieux pour la création des moteurs du LEM. Pendant une courte période, il a aidé Rocketdyne dans leurs recherches sur le système de propulsion pour le moteur de descente. George Pinto déclara qu'il était impératif que les astronautes voient où ils posaient leur LEM. Nous devons nous demander comment ils ont accompli cette tâche vitale alors que des nuages opaques denses de fumée et de poussière entouraient leur engin, obscurcissant la vue des astronautes. Rappelez-vous comment les astronautes d'Apollo 11 voyaient leur descente vers la surface, soulevant seulement peu de poussière d'après Armstrong. Il n'est pas très connu que les moteurs de manœuvre de la navette spatiale utilisent aussi les propergoles hypergoliques, et les gaz d'échappement sont bien visibles quand ils sont actionnés. Non seulement ils n'ont eu aucun effet sur la surface lunaire, ils ne l'ont pas fondue et n'ont pas soulevé de gros nuages de poussière, et n'ont pas produit de cratères là où ils ont aluni. Ici nous voyons qu'il n'y a aucune trace sous le LEM et d'ailleurs tous les équipes se sont senties obligées d'attirer l'attention sur ce fait. Avant 1969, tous les artistes de la NASA ont représenté les gaz du LEM brillant en dessous du LEM, que la fumée soit rouge ou blanche. Maintenant les artistes d'après Apollo représentent dans les simulations, les gaz des moteurs colorés en bleu. C'est sûr, ils veulent être prudents. Pour George Pinto de Grumman, les gaz d'échappement auraient dû accompagner tout décollage ou alunissage réel, mais parce que les astronautes devaient voir où ils se posaient, comment aurait-il pu y avoir une quelconque fumée, d'une quelconque couleur? Le moteur fournissait 5 tonnes de poussée, et brûlait à plus de 2700 degrés. Non seulement le LEM aurait dû creuser un cratère à l'alunissage, mais au moins pour Apollo 11 il aurait dû y avoir une traînée de matière fondue derrière lui, car le vaisseau a survolé la surface jusqu'à son site d'alunissage. Voici des roches volcaniques du Montana qui ont été fondues par une chaleur d'un peu plus de 1000 degrés avant de se solidifier. Qu'est-il arrivé à toute la poussière soulevée par le moteur? Pourquoi n'a-t-elle pas recouvert les supports du train d'atterrissage? Pourquoi n'a-t-elle pas formé de nuages au point qu'on ne puisse plus rien voir? Ils ont peut-être tenu ce raisonnement: si nous faisons un cratère, cela va créer plus de questions, plus de problèmes. Disons plutôt, que le jet de la tuyère parce qu'il sortait dans le vide, il était dispersé sur une grande surface, et qu'il n'avait vraiment pas la force de créer un cratère. Ce n'est pas vrai car le flux principal en descendant, devait quand même supporter les 1041 kg du LEM dans cette faible gravité d'un sixième de G. Il devait supporter cela, et évidemment la puissance devait être concentrée et non dispersée dans le vide sur une zone de 15 mètres de diamètre. Le flux du réacteur peut déplacer de gros rochers comme s'ils étaient tirés par canon. Voici un incident récent qui est produit au milieu des années 1990 avec la fusée DCX. Le DCX sur son lieu d'atterrissage, a creusé un cratère profond de 60 cm en se posant sur du gypse compacté. Il a projeté de gros morceaux de gypse qui ont fissuré des bouts de la coque du vaisseau, qui était bien plus costaud que la coque du LEM. Finalement le dernier atterrissage a été un échec, car l'un des 4 pieds du train d'atterrissage n'est pas sorti. Bien sûr cela s'est produit en 1995 mais cela n'est jamais arrivé à l'une des 6 missions Apollo sur la Lune. Il y a donc de nombreuses raisons de douter de l'imagerie d'Apollo concernant les alunissages à la surface de la Lune.
Si ces alunissages étaient truqués, comment avons-nous pu récolter autant de cailloux? Des échantillons solides et de la poussière lunaire ont été ramenés par des sondes inhabitées. Les Soviets étaient particulièrement à la pointe de cette technologie, mais soi-disant beaucoup d'échantillons ont été chargés sur les LEM et ramenés sur Terre. On prétend que le programme Apollo a permis de ramener des centaines de kilos de roches lunaires, quelque chose comme 340 kilos, une grande quantité de roches lunaires en 6 missions. Je crois que seulement quelques kilos ont été collectés à distance, par nous-mêmes et de manière similaire par les Russes, car nous avions un accord avant d'aller sur la Lune. Nous devions partager nos échantillons de sol lunaire, nous leur donnerions des échantillons des sites que nous visiterions, et ils nous donneraient des échantillons des sites que leurs robots avaient visités, et nous les comparerions. Et je crois qu'une immense majorité des centaines de kilos de roches lunaires que nous prétendions avoir ont été fabriquées ici sur Terre. C'est pour cela qu'elles avaient l'air si semblables aux roches terrestres, c'est pour cela qu'ils ont trouvé que leur composition était si similaire. Elles ont pu être irradiées, exposées au vide ou modifiées de façon assez mineure, pour qu'elles aient l'air un peu différentes. Et ils ont fait des analyses, puis ils ont dit, c'est semblable à des roches terrestres excepté ces quelques différences mineures. Et puis ils ont dit qu'elles avaient été éclatées par des météorites, mais elles ont pu être éclatées artificiellement par des météorites. Paul Jacob était un détective privé très compétent de San Francisco, je suis allé le voir pour lui demander son aide. Je lui ai dit, Paul, aide-moi pour mon projet sur le canular Apollo. Il a répondu, d'accord, je t'aiderai. J'irai à Washington la semaine prochaine et je rencontrerai la direction du département américain de géologie. Et il l'a fait. Il a demandé aux géologues. Avez-vous examiné les roches lunaires? Viennent-ils vraiment de la Lune? Les géologues ont ri. Mais c'est attristant de creuser cette histoire. Paul est revenu de Washington, je l'ai rencontré à nouveau à San Francisco et il m'a donné ses conclusions. Le projet Apollo était un canular et les gens au plus haut niveau gardaient cela secret. Malheureusement, Paul et sa femme sont morts du cancer dans les 90 jours suivants. Lee Gelvani était en contact avec moi depuis de nombreuses années, il a dit qu'il avait presque convaincu James Irwin, astronaute d'Apollo 15, de se confesser et de libérer sa conscience de ce terrible fardeau. Et curieusement, de façon opportune, James Irwin m'appela chez moi ici en Californie du Sud, et me demanda de le rappeler. Mais il est mort d'une crise cardiaque et 3 jours après. Si Saturne V était un si bon lanceur, pourquoi a-t-il été abandonné après la dernière mission Apollo, et remplacé par la navette spatiale? Pourquoi avait-on besoin d'un nouveau lanceur alors que la NASA avait un lanceur testé et approuvé, le Saturn V? La navette spatiale pèse les 3/4 du poids de Saturn V, et peut placer en orbite seulement 1/6 du poids placé par Saturn V, et son lancement coûte 3 fois plus cher qu'un lancement de Saturn V, elle a fait son premier vol avec 2 ans de retard sur le planning, et son développement a coûté bien plus cher que celui de Saturn V, pour presque toutes les mesures des caractéristiques techniques de fusée la navette est très inférieure à la performance annoncée de Saturn V. Seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Si Saturne V avait vraiment marché, la chose de loin la plus logique à faire avec ce matériel, et des milliards de dollars auraient été de commencer la production, parce que les coûts de développement auraient été amortis par le coût des lanceurs produits.
Ils auraient pu s'en servir pour lancer la navette s'ils voulaient vraiment avoir un avion qui allait en orbite. Ils auraient pu mettre une navette orbitale au-dessus du deuxième étage de Saturne V, et envoyer le tout en orbite. Le premier étage serait retombé dans l'océan comme il le fait normalement, et le deuxième étage avec la navette orbitale tout équipée serait parvenu en orbite terrestre basse. Et ces deuxièmes étages auraient pu être assemblés en orbite pour former une station spatiale. Le premier vol de la navette spatiale aurait pu avoir lieu 5 ans plus tôt, tout en économisant 20 milliards de dollars. Et quand la navette spatiale a été effectivement lancée en 1991, nous aurions pu avoir le début d'une station spatiale habitée en orbite. Si par contre la prétendue performance était un canular, il n'y avait plus aucune raison de continuer à les développer. Il fallait plutôt recommencer à zéro et développer un lanceur nouveau, qui cette fois allait vraiment marcher, même s'il emportait 6 fois moins de charge utile et coûtait 3 fois plus cher à lancer. C'est un fait peu connu en dehors de l'industrie que la navette spatiale est une fusée vraiment très inefficace. Les soi-disant boosters récupérables sont plus souvent perdus au fond de la mer que récupérés et réutilisés, ce qui, en tenant compte des autres problèmes, relativise sa prétention de vaisseau économique et réutilisable. C'est l'une des raisons pour lesquelles des technologies de remplacement sont développées, comme par exemple la navette X-33 de Lockheed Martin. Y a-t-il vraiment eu une course à l'espace au vrai sens du terme ? Si nous étions en compétition avec les Russes pour aller sur la Lune, et si nous avons gagné, pourquoi ne l'ont-ils pas fait l'année suivante ou 5 ans, ou 10 ans plus tard ou même 25 ans après? Pourquoi ne l'ont-ils jamais fait? La réponse courante est qu'ils ont été tellement découragés par notre victoire sur la Lune qu'ils ont abandonné. Si c'est vrai, pourquoi n'avons-nous pas abandonné quand ils ont réussi les premiers à mettre en orbite le premier satellite, homme, femme, ou station spatiale? Pourquoi avons-nous continué à nous battre et pourquoi la première fois et nous les battons sur quelque chose d'important? Ont-ils abandonné? Et pourquoi ont-ils abandonné au point qu'ils n'y sont jamais allés? Parce que nous savons qu'au plus haut niveau, les Russes et les Américains étaient de mèche depuis longtemps, la révolution russe était financée par Wall Street, c'est connu. Au début d'octobre 1980, le cosmonaute russe Andreï Nikolai et son collègue Sistiana ont fait le tour des USA, et ont visité plusieurs centres de la NASA. Pendant le même mois, les États-Unis et l'Union soviétique se sont mis d'accord pour envisager l'arrimage de 2 vaisseaux russes et américains dans l'espace. Pendant sa visite en Russie, le président Nixon a signé un accord avec le président de l'URSS Kosygin pour organiser un rendez-vous en orbite terrestre, et l'arrimage en 1975 de 2 vaisseaux russes et américains. Des ingénieurs de chacun des pays ont déjà commencé à travailler sur les détails de cette mission. Des astronautes américains et des cosmonautes soviétiques s'entraînent cette année pour préparer une mission spatiale commune en 1975. Les 2 équipes se rencontreront et arrimeront leurs vaisseaux en orbite terrestre. Au-delà des exercices de sauvetage qu'ils mèneront, l'on espère que de tels projets mèneront à des programmes de coopération internationaux. Ils avaient une sorte d'accord tacite. Nous ne révélerons pas votre secret si vous ne révélez pas le nôtre. C'est simple, et c'est pourquoi j'ai souvent dit à la radio et à la télé, quand on me demandait pourquoi les Russes n'avaient rien dit s'ils savaient que nous n'étions pas allés sur la Lune. C'est qu'ils avaient intérêt à ne rien dire. Il est hautement probable que seul un petit nombre d'individus aient été au courant de toute l'histoire, comme pour le projet Manhattan qui a impliqué plusieurs milliers de personnes à travers l'Amérique, dans le développement de la bombe atomique américaine. Seulement un petit groupe de scientifiques connaissait l'agenda réel prévu au-delà du travail qu'ils faisaient. Et il y avait encore moins de cerveaux qui coordonnaient tout le programme. D'une façon similaire, cet assaut de l'espace a impliqué des milliers de gens travaillant d'après eux, à la course contre les soviétiques pour atteindre la Lune. Sans aucun doute, quand ils ont compris qu'il serait impossible de réaliser cela de façon sûre avec la technologie disponible, seulement peu de gens de l'équipe dirigeante ont été mis au courant du plan de secours, fabriquer les images publiques des alunisages d'Apollo. Ce serait la couverture du programme de remplacement. Encore moins d'individus clés étaient au courant des raisons qui étaient derrière les plans secrets les poussant à aller sur la Lune à tout prix.
Comprenant cela, nous pensons que les Soviétiques et les Américains ont toujours travaillé ensemble au plus haut niveau sur ce programme spatial depuis le début. Et la séparation des scientifiques nazis en deux équipes, une pour l'Amérique et l'autre pour l'Union soviétique, faisait partie d'un plan bien préparé et prévu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une étape décisive de tout programme spatial serait la mise en place de satellites de communication en orbite géosynchrone autour de la Terre. Ce réseau de communication et de satellites espions permettrait d'atteindre le but du programme spatial fixé par Lyndon Johnson. Il a dit: le contrôle de l'espace équivaut au contrôle du monde. Depuis l'espace, les maîtres de l'infini auront le pouvoir de contrôler le climat terrestre, de provoquer sécheresse et inondations, modifier les marées et élever les niveaux de la mer, détourner le Gulf Stream et amener un climat glacial. Il y a quelque chose de plus important que l'arme absolue. C'est la position absolue. La position de contrôle total de la Terre, qui se trouve quelque part dans l'espace profond. C'est très possible qu'il ait été prévu depuis toujours un programme à deux faces pour aller sur la Lune, l'un exécuté en secret, et l'autre joué en public. Mais au final, les équipes américaines et soviétiques étaient à la merci des radiations qui forment le plus gros empêchement à l'exploration spatiale jusqu'à ce jour. En septembre 1999, le journaliste Graham Birdsall reporta qu'à la première conférence du Pacifique sur les ovnis à Hawaï, l'astronaute Brian O'Leary, ayant travaillé aux côtés d'Armstrong et Aldrin pendant des années, déclara: si une partie du film a été corrompue, il est possible que la NASA ait tourné quelques scènes dans un studio pour éviter l'embarras. Qu'un participant considère ce trucage possible est assez remarquable, comme cet individu a travaillé pour la NASA et spécifiquement sur la mission Apollo 11 pendant 1967 et 1978, cette déclaration est assez lourde de sens. Déclarer que les photos ont été truquées mais que les images télé sont vraies juste parce qu'elles étaient en direct, est inacceptable. Les photos et les images télé ont été créées dans les mêmes conditions. Un seul exemple contradictoire suffirait à démontrer qu'il y a un problème d'intégrité des documents publiés par la NASA. Vous avez vu beaucoup de ces exemples dans ce documentaire, et il y en a d'autres. Le manque de continuité entre les photos et les images télé du même événement. La révélation du trucage inhérent à l'éclairage de ces images, et les scènes artificiellement arrangées, les indices dans les dialogues des astronautes retournant à leur base, et les sérieux problèmes relatifs aux radiations et à la technologie. Tout ceci met en évidence un simple fait. Un représentant de l'humanité a bien pu marcher sur la Lune en 1969, mais les images publiées par la NASA qui montrent un alunissage habité ne sont pas les vrais enregistrements authentiques d'un tel événement. Bill Kessing a été en contact avec un technicien en électronique qui lui a parlé ouvertement. Il faisait partie de l'équipe de la station de Goldstone en Californie pendant Apollo. Il soupçonnait fortement qu'Apollo était truqué, que les informations qui arrivaient ne venaient pas d'une authentique capsule de commande, mais provenaient d'un satellite qui transmettait les informations comme si elles arrivaient de la Lune. Mon intégrité a été insultée par ces montages, ces trucages. Et je crois fermement qu'il est temps que ces informations soient révélées au grand jour et exposées, pour que chacun puisse voir et comprendre que les êtres humains ne sont pas une sous-race, gouvernée par une élite qui choisit ce que nous devrions voir ou ne pas voir. En ce qui me concerne, je trouve que c'est de la censure de la pire espèce. En 1999, Douglas Cook, directeur du bureau d'exploration du centre spatial Johnson, déclara que son objectif principal concernant les futurs voyages vers la Lune était de tester son matériel là-bas pour préparer les voyages vers Mars. Cook croyait que les hommes retourneraient vraiment sur la Lune, dans une centaine d'années. À la fin des années 1990, les Nations Unies finissaient leurs inspections d'armes en Irak.
En 1999, un documentaire panoramique de la BBC démontra que la CIA avait mené des activités de surveillance non autorisées contre les Irakiens, depuis le bureau de l'UNSCOM à Bagdad. Les Anglais et les Américains, cachés derrière les Nations Unies, menaient ces opérations depuis les quartiers généraux à Bahreïn. Il apparaît donc qu'au lieu de chercher seulement des armes de destruction massive, UNSCOM, sans mandat des Nations Unies, était en fait en train d'espionner. C'était donc une opération des États-Unis, et non des Nations Unies. Il apparaît donc que les États-Unis et UNSCOM déclaraient faire une chose, alors qu'en réalité ils faisaient aussi d'autres choses. Mais cette tactique n'est en rien nouvelle, cette opération UNSCOM est un reflet de ce que nous clamons, de ce qui s'est réellement passé pendant le projet Apollo, 30 ans plus tôt. Bennett et Percy, les auteurs de Dark Moon, pensent que nos technologies de base pour le voyage spatial doivent être totalement repensées pour développer un genre complètement nouveau de voyage spatial. Et plutôt que de seulement glisser sur la surface de l'espace profond, l'humanité doit créer une technologie qui nous permettrait de voyager à travers l'espace dans des délais réalistes, et sans blesser ou mettre en danger nos astronautes. Comme ils disent, il n'est plus acceptable d'être économe avec la vérité pour couvrir un agenda secret. En tant que citoyens ordinaires, nous n'attendons pas de nos experts astronautes qu'ils sachent tout, ni que les actuels de la NASA soient responsables des décisions de leurs prédécesseurs, à moins qu'ils ne souhaitent maintenir le mythe d'Apollo malgré les nouvelles preuves écrasantes. Dans ce cas, ils seraient aussi coupables que les décisionnaires initiaux. De plus, incapables d'accomplir leur désir de voyager à travers le système solaire, ces maîtres frustrés de l'infini seraient contraints à longer le rivage de l'obscurité, la basse orbite terrestre avec leur station spatiale et ses soi-disant technologies de guerre des étoiles. Pendant la commission présidentielle de 1986 sur l'accident de la navette Challenger, l'éminent physicien Richard Feynman a trouvé que les analyses de la NASA, leurs déclarations et leur méthodologie étaient incohérentes. Feynman a dit, la NASA doit aux citoyens auxquels elle demande leur soutien, d'être franche, honnête et instructive, et ceci afin que ces citoyens puissent prendre les décisions les plus sages pour l'utilisation de leurs ressources limitées à développer une technologie qui fonctionne. La réalité doit prendre le pas sur les relations publiques, car on ne peut pas duper la nature. Si vous avez un budget illimité, comme ceux qui faisaient les simulations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer les panoramas les plus incroyables, des gens sur Mars, sur Vénus, ou sur des planètes près de l'étoile la plus proche. L'argent peut tout acheter. Sauf le bonheur.